Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. À la une de cette édition aux États-Unis, au moins 7 personnes ont été tuées lors de plusieurs fusillades dans le comté de Kalamazoo, dans l'état du Michigan. 2 autres personnes sont dans un état grave. La police a placé un suspect en garde à vue et a retrouvé des armes dans une voiture. Les 3 fusillades semblent être liées. Nous avons eu plusieurs fusillades ici cette nuit dans la ville du comté de Kalamazoo. Elles semblent être toutes liées. Il y a plusieurs morts. Pour résumer, il semble qu'ils aient roulé et tiré. Le président américain Barack Obama a annoncé qu'il effectuera une visite officielle historique à Cuba. Il s'agit là d'une étape supplémentaire dans la normalisation des relations visant à mettre fin à des décennies d'animosité et de tensions entre les deux pays. Je rencontrerai bientôt le président Castro pour discuter de la manière avec laquelle nous devons continuer à normaliser les relations, et particulièrement pour faciliter les échanges commerciaux et l'accès à Internet pour les Cubains, notamment ceux désirant monter leur propre affaire. La visite de Barack Obama à Cuba sera la première du genre effectuée par un président américain depuis 1928. Pendant sa visite du 21 et 22 mars prochain, le président américain rencontrera des entrepreneurs et différents acteurs de la société civile cubaine. Cependant, il ne rencontrera probablement pas l'ancien président et chef révolutionnaire Fidel Castro. Après des décennies d'hostilité suite à la révolution cubaine de 1959, les deux pays ont décidé en 2014 de renouer leurs relations diplomatiques. Mais l'embargo américain sur Cuba reste toujours en vigueur. Et Washington continue de critiquer la Havane, notamment sur le dossier épineux des droits de l'homme sur l'île. Le président Obama a déclaré que sa visite sera une occasion de poursuivre les efforts, tout en admettant qu'il faudra plusieurs années avant que les deux pays ne restaurent complètement leurs liens bilatéraux. Nous sommes encore au tout début de la nouvelle ère de relations avec le peuple cubain. Cette transformation est un processus qui prendra du temps, mais je reste concentré sur l'avenir et je suis confiant pour la suite. Ma visite permettra non seulement de promouvoir les intérêts et les valeurs américains, mais elle encouragera également la construction d'un avenir meilleur pour le peuple cubain, un futur synonyme de plus de liberté et de plus d'opportunités. En Syrie, un attentat à la bombe a tué au moins 46 personnes et blessé plus de 100 dans la ville de Homs ce dimanche. La télévision iranienne dit que l'attaque a eu lieu dans un quartier résidentiel. Homs est sous le contrôle du gouvernement et est régulièrement la cible d'attaques à la bombe. Le mois dernier a vu la mort d'au moins 22 personnes. Le gouvernement syrien et l'opposition ont déclaré qu'ils étaient prêts pour un cessez-le-feu, mais sous conditions. Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré qu'il y serait pour les insurgés n'utilisent pas cette accalmie à leur avantage et si les pays les soutenant stoppent leur soutien. Ces commentaires interviennent après que l'opposition a exposé ses conditions à une trêve temporaire. Elle souhaite se garantir que les alliés de Damas stoppent les attaques, lèvent le siège et permettent les livraisons d'aide dans tout le pays. Les puissances mondiales se sont mises d'accord à Munich sur un cessez-le-feu qui devait commencer vendredi, mais il n'a pas eu lieu. La police indonésienne a arrêté des dizaines d'extrémistes islamiques présumés sur l'île de Java. Près de 30 personnes qui seraient détenues dans la province de Java centrale auraient pris part à un entraînement de style militaire. 5 autres personnes ont été arrêtées durant des raids samedi dans la ville de Malang. On ne sait pas si les suspects ont un lien avec les attaques du mois dernier à Jakarta. Un média local a indiqué que les personnes arrêtées venaient d'un groupe extrémiste islamique local. De nouvelles régulations ont pris effet pour stopper le flux de réfugiés et de migrants à travers les Balkans. L'Autriche a défini un maximum de 3200 migrants autorisés à entrer sur son territoire et 80 par jour à déposer une demande d'asile. Le pays a aussi augmenté le nombre de points de vérification d'identité à ses frontières avec la Slovénie, l'Italie et la Hongrie. L'Union européenne a critiqué ces mesures, disant qu'elles violaient la loi européenne. Voici quelques-uns des premiers migrants à entrer en Autriche depuis que le pays a annoncé ces nouvelles mesures. Après des semaines de voyage, la nouvelle de leur interdiction d'entrée est plutôt mauvaise. Ils ont traversé moult périls, mais leur voyage est loin d'être terminé. Stay in line together with your families and prepare your passports and documents. Thank you. Leurs sacs, documents et empreintes digitales sont vérifiés avant de les laisser passer.
Selon les nouvelles lois, tous les enregistrements sont effectués à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, après quoi on transporte ceux qui ont pu passer vers l'Autriche. Notre but est de rendre le trajet de Grèce vers l'Autriche par la Macédoine aussi peu douloureux que possible et d'éviter les retours de réfugiés, ce qui arrive maintenant, que chaque pays profile les migrants eux-mêmes. Le secrétaire d'État slovène dit que le pays subit une pression considérable, étant le premier pays de la zone Schengen après la Grèce. Le nombre de migrants qui sera reçu dans chaque pays européen sera décidé au cas par cas, et seulement quand les pays donneront des garanties qu'ils accepteront les migrants. Seront-ils autorisés à continuer leur voyage ou à entrer dans la zone Schengen? Nous ne savons pas. La Slovénie ne peut pas être qu'une sorte de point de passage sur la route des migrants. Et pourtant, tout ceci contredit la volonté de l'Allemagne et de la Commission d'édifier une Europe unie dans la crise. Pour ce qui est de l'Autriche, je dois dire que je n'aime pas cette décision. Et nous allons examiner ensemble cette décision à la lumière du droit européen. Alors que ces nouvelles mesures tentent de réduire le flot de migrants et de réfugiés en Europe, elles créent aussi des bouchons à la frontière gréco-macédonienne. Ce week-end, des milliers de gens étaient bloqués dans l'attente qu'une nouvelle mesure prenne effet. Le président sortant ougandais Yoweri Museveni se maintient au pouvoir en remportant les élections présidentielles. Museveni, qui dirige la nation d'Afrique orientale depuis plus de 3 décennies, a été déclaré vainqueur en totalisant plus de 5 millions de votes, soit 60,75%. Le principal rival de l'opposition, Kizza Besigye, est arrivé en second avec 35%, tandis que l'ancien Premier ministre Amama Mbabazi a décroché la 3e place avec un peu plus d'1% des suffrages exprimés. Le président Yoweri Museveni a remporté l'élection présidentielle du pays avec 60% des votes. En deuxième position, le dirigeant de l'opposition, le docteur Kizza Besigye, a rassemblé 35% des suffrages exprimés. Le candidat Yoweri Museveni, qui a obtenu le plus grand nombre de votes, et ceci étant en sa faveur, et représentant plus de 50%. La commission déclare Yoweri Kaguta Museveni le président élu de la République d'Ouganda. Cependant, l'opposition du pays a rejeté les résultats de la commission électorale en dénonçant un trucage de l'élection. Nous allons simplement continuer à nous battre pour nos voix, parce que voyez-vous, le trucage des élections confisque les voix des gens, c'est tout. La mission d'observation des élections de l'Union européenne a aussi exprimé sa préoccupation quant à la compétence de la commission électorale pour organiser une élection libre et équitable. La commission n'a pas fait preuve de transparence dans ses décisions et n'a pas informé les électeurs et les adversaires sur les éléments clés du processus électoral, ni dans les délais, ni de manière complète. Le principal candidat de l'opposition, le docteur Kizza Besigye, a été placé en résidence surveillée après l'élection. Il en appelle à un audit indépendant sur les résultats du scrutin présidentiel. Cependant, cette victoire procure au président Museveni un 5e mandat, faisant de lui l'un des dirigeants africains en exercice qui se maintient le plus longtemps au pouvoir. Des eaux radioactives ont été retrouvées dans un réacteur nucléaire au Japon quelques jours avant l'ouverture programmée de la centrale. L'entreprise japonaise Kansai Electric a déclaré avoir trouvé 34 litres d'eau contaminée dans le réacteur nucléaire de la centrale de Takahama, dans la préfecture de Fukue, située à 500 km à l'ouest de Tokyo. L'entreprise a déclaré que les eaux ont été nettoyées et que l'impact sur l'environnement était inexistant. L'entreprise a par ailleurs déclaré que l'enquête sur les raisons de la fuite suivait son cours, mais n'a pas encore confirmé la prochaine date de réouverture. Kansai Electric avait fermé en juillet 2011, quelques mois après le séisme et le tsunami qui avait dévasté la centrale nucléaire de Fukushima, au sein de laquelle des fuites avaient été également retrouvées. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a inauguré le Forum économique africain 2016 dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les dirigeants du Nigeria, du Kenya, du Gabon, du Soudan, de Guinée équatoriale et d'Éthiopie participent également à ce forum. 7 chefs d'État et 1200 dirigeants d'entreprises et d'institutions financières venus d'Afrique et du reste du monde
sont rassemblés dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Leur but est de tirer le maximum du potentiel de l'Afrique. En dépit des différentes crises qui ont affecté l'économie mondiale au cours de ces dernières années, la liste des économies connaissant la plus rapide croissance inclut au moins 10 pays africains. Les investissements directs étrangers dans les pays africains ont été multipliés par 5 au cours des 10 dernières années. Ce sont des signes qui confirment la richesse des ressources humaines et économiques de notre continent, qui sont suffisantes pour atteindre le développement requis. L'un des sujets figurant à l'agenda est l'accord signé l'année dernière pour intégrer les 3 principaux blocs économiques africains en une seule zone de libre-échange continentale. Nous devons continuer à bâtir notre accord, améliorer nos infrastructures et notre commerce inter-États africain. Il reste encore beaucoup à faire, à la fois dans le cadre de l'accord tripartite et au-delà. Le développement nécessite sans nul doute des politiques et stratégies claires qui peuvent alimenter nos propres conditions spécifiques. Au cours de plusieurs sessions plénières, les défis qui freinent le développement des pays africains ont été abordés. La sécurité, l'économie et la corruption. Je pense que nous sommes très conscients de ces problèmes et l'impact de la nouvelle administration pour sécuriser le pays et de le gérer de manière efficace. Tous les impacts négatifs de la corruption au cours des années ont été éradiqués. Ce forum ne consiste pas seulement en discussion et en session plénière, mais aussi à faire des affaires. Certaines entreprises ont ainsi réussi à signer des contrats avec leurs homologues d'autres pays africains. L'un des principaux contrats du jour a été signé entre la Rift Valley Railways du Kenya et le Conseil égyptien d'exportation des industries chimiques et des engrais. Nous avons des difficultés à accéder au Kenya et à distribuer nos produits du Kenya vers différentes villes et pays. Je pense qu'avec notre nouvelle ligne de chemin de fer et le nouvel accord signé aujourd'hui, cela lèvera beaucoup d'obstacles pour les exportateurs égyptiens et réduira les coûts. Cet accord permettra d'augmenter les exportations de l'Égypte vers l'Afrique de l'Est de 30% en un an. Un nouveau signe que l'unité africaine est la meilleure voie pour le développement du continent. Le ministère chinois du Commerce a indiqué que les investissements de la Chine à l'étranger avaient connu une forte hausse en janvier, conformément à la tendance de ces 2 dernières années. De la construction d'autoroutes en Afrique aux raffineries au Moyen-Orient, la Chine a bouleversé le paysage de l'investissement mondial. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que les investissements directs non financiers avaient en janvier augmenté de 18,2% en glissement annuel à 12 milliards de dollars. Cette croissance est quasiment 3 fois plus élevée que le mois précédent. Et le volume total des investissements à l'étranger dépasse quant à lui le millier de milliards de dollars. Si les investissements de la Chine dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles sont de notoriété publique, on connaît moins leur rôle dans les projets intensifs en technologie, tels que les équipements électroniques, la médecine et le secteur automobile. Par ailleurs, la nature des investissements entrant en Chine a également changé, en raison de la mutation de l'économie chinoise, dont la consommation devient le moteur. Il s'agit d'un énorme changement structurel. La plupart du capital étranger était ces dernières années consacré à la manufacture, puis au secteur immobilier. Mais ces dernières années, il s'est tourné vers les services et les secteurs de haute technologie. 64% du capital a été investi dans ces 2 secteurs en 2014 et en 2015, c'était 70%. La Chine a de plus conservé en 2015 son rôle de destination privilégiée des capitaux étrangers, avec 126 milliards de dollars d'IDE, soit 5,6% de plus que l'année précédente. La Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle réaliserait ses opérations d'open market chaque jour travaillé, alors qu'auparavant ces mouvements ne se faisaient que les mardis et jeudis. Voyons ensemble les implications que ce changement signifie. Cette modification signifie que la Banque centrale sera capable de répondre plus fréquemment aux fuites de liquidités du marché. D'après les analystes, cette nouvelle réglementation permet à l'institution bancaire de travailler de façon plus rapprochée avec le marché. Cependant, ces opérations quotidiennes ne signifient pas nécessairement un accès plus facile au financement. Alors que la Banque populaire de Chine s'attache à consolider ses politiques monétaires par des actions telles que des opérations de marché quotidiennes et autres outils permettant d'ajuster la structure économique.
Cela ne signifie pas l'avènement d'une période de tolérance. Il ne s'agit que d'outils. La Banque populaire de Chine a recours à un outil moderne pour réaliser des ajustements plus précis. L'objectif principal de la Banque populaire de Chine reste la stabilité de sa politique monétaire, l'abaissement des coûts financiers et le développement de l'économie réelle. Mais ce n'est qu'une partie de cette nouvelle qui retient l'attention des marchés des capitaux. Bloomberg fait savoir que le taux de couverture de la provision pour créances douteuses sera réduit à 120%, ce qui signifie que les banques auront plus de fonds à investir. Sans pour autant démentir ces allégations, la Commission chinoise de régulation bancaire a répondu à cette position en disant qu'il n'a pas été fait état de mise à jour sur la réglementation en vigueur. Au cours du 4e trimestre 2015, le taux de créances douteuses des banques commerciales se situe autour d'1,67%. D'après les calculs de Wouwen, dans le cas où le taux de créances douteuses se maintient autour de 2% cette année, une réduction du taux de provision, comme indiqué, signifierait que des fonds additionnels d'une valeur de 150 milliards de yuan seraient injectés sur le marché. La pression de gain sur les banques commerciales sera amoindrie et cela contribuera à stabiliser la performance de certaines banques qui souffrent de la pression des provisions pour risque. En outre, les indicateurs d'activité tels que le ratio d'adéquation du capital des banques commerciales seront plus élevés, ce qui permettra leur développement commercial. Si le taux de provision pour risque réduit, davantage de fonds seront créés pour couvrir les créances douteuses. Les banques commerciales représentent autour de 180% de créances douteuses estimées, soit environ moitié moins qu'en 2014. Le taux était cependant encore beaucoup plus élevé que l'objectif du gouvernement fixé alors à 150%. Mais Wouwen explique que la raison est que les profits des banques ont été plus élevés afin que ces dernières puissent facilement mettre plus d'argent dans les provisions pour créances douteuses. La Chine a annoncé qu'il allait investir près de 4 000 milliards de yuan dans de nouvelles lignes de chemin de fer. La nouvelle intervient alors que le pic des transports de la fête du printemps arrive à son terme. Selon une proposition des autorités des transports, la Chine va investir au moins 3,8 000 milliards de yuan, soit 540 milliards de dollars, dans la construction de chemins de fer au cours du 13e plan quinquennal, qui est le plan de développement entre 2016 et 2020. Le chemin de fer chinois s'étend sur 120 000 km. Le plan est de stimuler la construction de chemins de fer pour en faire un réseau de 150 000 km. Le réseau va relier les grandes villes ayant une population de plus de 200 000 personnes et réduire le temps de trajet entre 1 et 8 heures. La Chine a fait l'expérience d'une pénurie de charbon en 2004 en raison du sous-développement du réseau de chemin de fer. Le pays décide vigoureusement de développer son économie. C'est la principale mission du réseau chinois. Le réseau va fournir des garanties de transport pour l'économie du pays. C'est l'avant-garde et l'artère principale de toute l'économie nationale. Beaucoup des ressources de la Chine sont dans le nord-ouest, alors il faut les transporter. Bien que le réseau aide l'économie, il est aussi efficace pour transporter les gens pendant la fête du printemps. Le rush de la fête du printemps est l'occasion d'une forte pression sur les trains rapides. Les gens attendent longtemps. Les TGV ont une grande capacité de transport. Depuis la construction du TGV en 2008, il couvre maintenant 19 000 km et 60% de toute la longueur du réseau. Un projet de train sous la mer de Bohai est envisagé. Le professeur Zi dit que le nouveau réseau aidera les passagers du futur, mais que ce n'est pas la solution ultime pour la fête du printemps. Le gouvernement a besoin d'utiliser une approche plus complète pour résoudre le problème. Pouvoir recevoir des soins médicaux de qualité est un droit universel dans une société développée, mais ce n'est pas encore le cas à Beijing où certains hôpitaux ont été reconnus coupables d'entente avec des parties tierces. Ceci a suscité une controverse sur la distribution et l'utilisation des ressources médicales publiques. Cette jeune fille en pleurs a fait un long voyage jusqu'à l'hôpital de Gwanghwamun à Beijing pour se faire soigner une infection à l'estomac. En arrivant, elle a découvert qu'un rendez-vous qui coûte 300 yuan était vendu par des intermédiaires pour 4 500 yuan, 15 fois le prix officiel. Refusant cette solution, elle a passé 24 heures à faire la queue sans pouvoir obtenir de rendez-vous. Sa vidéo est devenue virale sur Internet. Beaucoup d'internautes se sont pris de sympathie pour cette jeune fille
et ont avoué que ce genre de choses était courant. Les autorités ont pris acte et adopté de nouvelles mesures. À l'hôpital Tongjen, spécialisé en ophtalmologie et en ORL, les rendez-vous sont organisés. Nous avons fixé un plafond. Une fois qu'il est atteint, nous organisons des rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pu en prendre. Le quota pour le département ophtalmologique est de 700 personnes. Le reste des patients obtiendra un rendez-vous pour le jour suivant. Dans cette maternité de Beijing, il existe des mesures adaptées aux femmes enceintes. Celles provenant d'autres hôpitaux et souhaitant faire un bilan de santé n'ont pas à faire la queue. La question fondamentale est l'adoption d'un système de soins multiniveaux à Beijing. D'ici la fin de cette année, nous allons annuler les rendez-vous non urgents dans les hôpitaux gérés par la municipalité et le gouvernement. Il s'agit d'une réforme majeure. Nous allons servir le peuple avec Internet et le téléphone. Nous allons former des gens qui aideront ceux qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous en ligne ou par téléphone. L'objectif est d'envoyer les personnes souffrant de maladies bénignes vers des établissements de niveau local afin de permettre aux personnes ayant des troubles graves d'obtenir les services dont ils ont besoin. Cette année, les médecins de rang supérieur cesseront d'accorder des consultations aux patients venant de l'extérieur et ne verront que les patients qui leur seront envoyés par d'autres médecins. Plusieurs types de robots sont actuellement développés sur le continent asiatique. Ces derniers peuvent servir d'amis aux hommes, cuisiner pour eux, mais également aider les personnes âgées. Reportage. Ce robot conçu l'année dernière est en train de consoler une fille en sanglots. Il est capable de reconnaître la voix humaine, mais aussi des expressions du visage. Il est même capable de décoder certaines émotions humaines. Un autre type de robot en cours de conception pourra à partir de l'an prochain imiter les chefs célèbres et cuisiner à leur manière grâce à ses 24 moteurs et à ses 120 capteurs qui lui permettront de réaliser les plats les plus compliqués. KBS rappelle qu'avec le vieillissement continu de la société, chaque famille coréenne aura un robot qui les aidera dans les tâches domestiques à horizon 2020. Hormis les robots domestiques, les robots que l'on portera sur soi deviendront également de plus en plus populaires. Hyundai Motor Company vient de dévoiler ses nouveaux produits. Le prix sera d'environ 25 000 $, soit l'équivalent d'une petite voiture économique. Cela aidera les gens à marcher, monter et descendre les marches et donc au final à sensiblement améliorer leur qualité de vie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.